Salut Bénédicte, comment tu vas? Salut Tom, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. C'est cool que tu puisses assister à ce podcast. Je pense que ça va être très intéressant puisque on entend très peu parler et je pense que ce podcast servira de sensibilisation. Oui, sur les sujets que j'aborde, effectivement, c'est vrai que le RGPD et le marketing, c'est quand même souvent c'est des questions que les marketeurs n'aiment pas. Et pourtant, quand on est dans une logique de faire du marketing plus éthique, plus respectueux, c'est des questions qu'il faudrait quand même se poser à un moment donné. Donc, je pense que ça va être intéressant comme échange. Exactement. Bah, écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter en une phrase et après on aura l'occasion effectivement d'en savoir plus. Ok, eh ben en une phrase, donc je suis Bénédicte Vétier, je suis avocate en droit du numérique et en protection des données personnelles et j'interviens principalement pour une clientèle d'entreprises du web et donc par exemple des infopreneurs, des coachs, des prestataires, les prestataires de l'écosystème qui vont avec, donc ça va être les copywriters, les OBM, les VA les développeurs, etc. Et une autre partie de ma clientèle, c'est des agences de communication et de marketing. Marketing sous tous ses aspects, parce que ça peut être autant vraiment dans le créatif que dans les ads, que dans le growth, etc. J'aime bien démarrer du coup chaque interview par pour savoir un petit peu d'où tu pars, dans quel cadre familial tu as vécu et quel a été ton parcours scolaire justement pour devenir avocate. Ok. Alors, moi, je suis originaire de Bretagne à la base. J'ai fait, alors à l'époque c'était un bac ES, donc tu vois, très économique et social. Et après j'ai fait la fac de droit par défaut parce que je ne savais pas quoi faire et que c'était pas du tout parce que j'étais portée par une volonté de défendre la veuve et l'orphelin, c'est parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et j'hésitais entre la fac de droit et la fac de langue. Donc j'ai fait du droit. Il se trouve que j'ai pas fait que du droit parce qu'au bout de un an de droit les langues me manquaient et donc je me suis quand même inscrite à la fac de langue et donc en parallèle en fait de mon cursus de droit, j'ai fait une fac de chinois du coup. J'ai fait quand j'ai fait mon parcours de droit, c'était vraiment tout axé en matière de droit des affaires internationales et spécifiquement sur l'Asie en particulier. Et à la fin de mon cours, et donc j'ai passé un master de traduction de chinois aussi. Et à la fin de mon parcours, donc je suis partie un an en Chine travailler chez des avocats. Et juste avant ce départ en Chine, j'ai passé ce qu'on appelle le concours du barreau. Donc c'est l'examen en fait pour rentrer à l'école des avocats que j'ai fait pareil plus pour me tester que par réelle conviction de devenir avocat. Et le bon bah je l'ai eu du premier coup. Donc je suis partie en Chine et quand je suis revenue de Chine, en fait, j'ai intégré l'école des avocats. J'ai intégré l'école des avocats et du coup j'avais vraiment cette volonté de travailler comme avocat d'affaires. Donc c'était à l'époque, tu vois, je travaillais beaucoup plus en droit des sociétés. Je faisais des créations de sociétés à l'international. Tu fais du conseil qui va avec, donc du droit fiscal, des choses comme ça. Et donc j'ai fait l'école des avocats. Attends, je suis désolée pour je reviens en arrière un petit peu. Vas-y, vas-y. J'ai oublié de mentionner en fait, c'est que pendant ce séjour en Chine, chez des avocats, j'ai été amenée à travailler sur une matière que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la propriété intellectuelle. Alors en Chine, donc tu vois, c'était il y a quelques années, mais en Chine, ça a toujours été un sujet parce qu'on dit oui, la Chine, de toute façon, ils font que des contrefaçons, c'est des copieurs, etc. Donc c'était un véritable sujet pour les clients du cabinet d'avocats que je pouvais accompagner à l'époque. Et donc j'ai découvert tous ces sujets de la propriété intellectuelle en Chine. Et quand je suis revenue en France, c'était un domaine qui m'avait vraiment plu. Et quand je suis revenue en France, j'ai plus axé en fait mon parcours à l'école d'avocat sur ces matières-là, la propriété intellectuelle, donc la défense des droits d'auteur, des marques, des brevets, etc. Tu vois, j'ai travaillé dans des administrations. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. C'est l'INPI, C'est l'Institut bon, oui. national de la propriété industrielle, et j'ai pu faire des stages chez des avocats spécialisés en matière de propriété industrielle intellectuelle. Industrielle. Quand je dis propriété industrielle, on parle des brevets, des marques, ce genre de choses. Voilà. J'ai
passé le barreau, j'ai prêté serment comme avocat, donc c'était en 2010 à Rennes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ma prestation de serment, tu sais, les jeunes avocats, souvent, ils commencent à travailler, ils ont un contrat en fait avec un cabinet d'avocats et ils vont être ce qu'on appelle collaborateurs. Ok, donc en fait, leur client principal, ça va être un cabinet d'avocats. Et à l'époque, bah, c'était pas le même contexte économique qu'aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de collaboration, donc tu vois, j'étais encore dans l'ouest de la France. C'était très 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 dur de trouver en matière, donc dans ma matière, que ça soit propriété intellectuelle et que ça soit ou en droit des affaires. Alors il y a quelque chose qui reste aussi dans le milieu juridique, c'est que même si tu étends ton secteur de recherche, donc moi je cherchais à Paris aussi en plus de la Bretagne, c'est que comme j'ai pas fait mes études à Paris, les cabinets d'avocats vont avoir souvent tendance à te prendre de très haut en te disant vous n'avez pas fait votre droit à Paris, donc vous n'avez pas de diplôme de droit quasiment. Voilà, donc c'est assez propre à la profession. Il faut dire ce qu'il y a, il y a parfois des approches extrêmement méprisantes. Donc j'ai pas trouvé de collaboration. Et comme à un moment il faut mettre du beurre dans les épinards, ben j'ai pris un poste en entreprise. J'ai fait un remplacement de congé maternité d'une juriste en entreprise. Donc c'était hyper intéressant. C'était une entreprise dans le secteur pétrolier. Et c'est là pour la première fois en fait où j'ai fait des contrats. Tu vois, les fameux contrats, donc contrats de confidentialité, des contrats de vente, etc. Et donc j'ai découvert par ce biais-là, avec ce CDD aussi, une autre façon d'exercer le droit. Quand tu es à la fac de droit et quand tu fais que des stages en cabinet d'avocat ou en juridiction, tu vois beaucoup plus le contentieux, le conseil pour prévenir le contentieux, mais tu n'abordes pas le droit au plus près du business. Tu vois, tu restes très technique, très expert. Et être juriste en entreprise, c'est réellement une autre façon d'exercer qui est hyper intéressante parce que justement, tu es au plus près du business. Et déjà, ben, tu ne peux être un bon juriste que si tu comprends le produit de ton client. Donc là, ben, quand tu es en entreprise, il faut vraiment que tu t'intéresses aussi à ce que ton entreprise vend, à ce que ton employeur vend, et tu découvres les métiers réellement. Les métiers, que ça soit pas que le juridique, mais tu travailles avec des acheteurs, tu vas travailler avec des gens du marketing, tu vas travailler avec des chercheurs, etc., etc. Et du coup, ça a été vraiment des expériences très très enrichissantes puisqu'après j'ai continué en entreprise pendant 12 ans Ok. dans des secteurs un peu différents. Tu vois, j'ai été dans le pétrole, j'ai été dans la chimie, j'ai été dans la microélectronique. J'ai été dans ce qu'on appelle le oil and gas, donc c'était vraiment c'est le pétrole et le gaz. Donc là, c'était la fourniture de gaz spéciaux que tu vas mettre par exemple dans des fusées ou dans des choses comme ça. Voilà, toujours dans des milieux très industriels hein, quand même. Et j'ai adoré parce que quelque part, j'ai pu lier à la fois tout mon parcours international parce que ben du coup, je travaillais tout le temps en anglais. J'ai eu aussi l'occasion de travailler en chinois parce que ben c'était dans des secteurs où ben, tu as toujours des filiales en Chine ou en Asie. Et et c'était à l'international et j'ai pu lier du coup aussi bah, tous mes sujets, que ce soit droit des sociétés, propriété intellectuelle, contrat, etc. Plus bah, tu t'ouvres à d'autres choses parce que la vie d'une entreprise c'est pas linéaire et tu as toujours des problèmes dont tu n'avais jamais eu connaissance qui arrivent et que tu découvres. Tu vois, je peux me souvenir par exemple j'ai travaillé dans les remontées mécaniques aussi et puis tu organises des transports de pylônes de remontées mécaniques par bateau pour qu'ils partent en Asie et ton bateau coule. Bah, voilà, là, tu as des problèmes d'assurance, des problèmes de responsabilité, des choses comme ça. Ok. Donc voilà, vraiment droit des affaires généraliste, mais quand même très axé international, propriété intellectuelle et contrat. Voilà, donc c'est vraiment une expertise assez spécifique. J'ai fait ça pendant 12 ans Qu'est-ce que tu as et retenu du coup de ces 12 années, ouais? ouais, et donc j'ai fait ça pendant 12 ans, donc tu vois, au sein de différentes organisations. Et ce qui s'est passé en fait à un moment, c'est que je me suis rendu compte que euh, c'est peut-être moi qui avais un problème parce que au sein des différents employeurs que j'ai eus, au sein des différentes organisations dans lesquelles j'ai été salariée, au bout d'un moment, j'avais l'impression de m'ennuyer rapidement et de voir toujours les mêmes problématiques. Le produit va être différent, l'organisation va être différente, mais tu as l'impression que les sujets sont toujours les mêmes. Donc j'étais un peu lassée et ce qui s'est passé, tu vois, c'est que avant le Covid, à un moment,
j'ai changé, 4 ou 5 fois d'employeur en 2 ans. Donc il y a un moment, tu te dis, quand tu arrives à un tel niveau d'instabilité, volontaire, hein, si tu veux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui te convient plus dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Et en fait, il a fallu, le Covid quelque part, donc ou donc pendant le Covid, j'étais encore juriste salarié et ça a été, extrêmement, difficile, pour moi. Donc ça a été extrêmement difficile parce que bon, quand tu es dans un tout le monde a été pris de court, par cette situation, et moi, j'ai vraiment, déchanté quelque part si tu veux parce que, c'était, très difficile, toute l'équipe juridique, on était une équipe, réduite avec peu de moyens. On travaillait, 18 heures sur 24, sans rire, pour un niveau de reconnaissance, égal à 0 quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est extrêmement frustrant et tu t'y retrouves plus. Et donc, on va dire que ces circonstances en fait m'ont amenée à rechercher, d'autres choses, tu sais? Et là, tu commences et c'est là où j'ai découvert le monde merveilleux L'introspection, ouais. voilà, tu commences ton introspection, tu es là, où vais-je? D'où viens-je? Que fais-je? Quel est le but, quel est bon, le but de ma vie et cetera. Est-ce que du coup, à ce moment-là, tu avais quand même une frustration entre je fais serment pour devenir avocate et finalement je fais 12 ans quand même en tant que juriste? Est-ce qu'il n'y a pas une notion Pas du de tout, alors pas du d'agacité? tout, j'ai jamais ressenti cette frustration, j'ai jamais ressenti cette frustration, je m'étais même enfin, j'étais même persuadée que je ne redeviendrais jamais avocate et que je resterais en Ok. entreprise. Parce que, c'est 2 métiers différents et complémentaires. Pour moi, il y a pas de concurrence entre les avocats et les juristes d'entreprise. Les avocats ont besoin des juristes qui sont des clients et les juristes ont besoin des avocats qui vont leur apporter l'expertise technique et ou l'assistance, judiciaire notamment, dont ils vont avoir besoin aussi en entreprise. Donc moi si tu veux, d'avoir été de l'autre côté de la barrière, du côté du client, ça me fait, vraiment, pas peur, tu vois, en tant qu'avocat, heu, de se dire, «Oui, les juristes d'entreprise piquent le travail des avocats». Moi, je suis même favorable au statut d'avocat en entreprise. Alors c'est un grand débat au sein de la profession, mais voilà, il y a dans un certain nombre de pays, par exemple, je travaillais beaucoup avec les États-Unis également, tu vas avoir des avocats qui vont être en entreprise. Ils vont garder leur titre d'avocat, ils vont rester inscrits au barreau, donc à l'ordre des avocats, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est soit tu es avocat inscrit au barreau, soit tu dois en fait démissionner ou te faire omettre de ton barreau pour pouvoir faire une autre activité et notamment être salarié. Ou alors tu es avocat salarié d'un cabinet d'avocats. Mais voilà, il y a des subtilités qui font que, tu peux pas être avocat et salarié en entreprise, voilà. En plus, enfin, il y a des réformes qui commencent à arriver, doucement, mais voilà, on reste quand même encore dans une logique où, l'avocat et il y a des principes d'indépendance, des principes de déontologiques qui font que, la profession, pour l'instant en tout cas, reste opposée au statut, d'avocat en entreprise et cetera. Ça évoluera peut-être. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti comme une frustration. Heu, En entreprise, c'est vrai que les entreprises, en tout cas les grandes entreprises, vont avoir tendance à rechercher des gens qui ont le diplôme d'avocat pour être juriste en entreprise. Et tu vas avoir énormément de juristes en entreprise qui ont le diplôme d'avocat sans jamais avoir exercé comme avocat. Parce que tu sais, c'est un peu la surenchère. Tu as l'impression en France où il faut avoir le Surqualification. plus de diplômes possible. Tu vois, c'était avant, fallait avoir un master de droit et puis avoir fait une école de commerce et puis avoir fait un an à l'étranger, avoir ce qu'on appelle un LLM, donc c'est un diplôme de droit anglo-saxon. Et puis maintenant, en plus, c'est cerise sur le gâteau. Il faut en plus que tu sois avocat. C'est toujours plus, quoi, tu vois. Et bon, donc bon, voilà, ça a jamais été une frustration pour moi parce qu'en fait vraiment je m'éclatais et je voyais vraiment des problématiques très, très, très différentes qui faisaient que j'avais pas forcément envie de revenir à la profession d'avocat, parce que mmh, mmh, parce que j'aimais ce que je faisais en fait et puis parce que les domaines dans lesquels j'exerçais étaient suffisamment, passionnants pour vouloir y rester et pour pouvoir, tu voyais, vraiment des choses, enfin des projets internationaux. Tu vois, dans la microélectronique, tu travailles vraiment sur des technologies disruptives, avant même qu'elles soient connues du grand public et cetera. Et c'est vrai que c'est des choses,
passionnante, quoi. Quand tu bosses là-dessus vraiment, euh, de dans le concret, tu vois, ça te donne pas forcément envie de changer. Donc voilà, Ouais, non, bien il y avait sûr. pas du tout de frustration. Moi, la frustration, tu vois, elle est vraiment venue euh, avec le Covid et tu vois, et tous ces changements successifs, mais parce que, tu vois, je sentais une friction entre peut-être la valeur que j'avais l'impression d'apporter à l'entreprise et la perception que les entreprises peuvent avoir du juriste. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Euh, il y avait une frustration aussi sur tu vois, peut-être le sens aussi de parfois ce que tu fais. Tu là, je fais des choses, je fais des contrats et puis après pour faire un contrat, il faut passer par 10 000 échelons de validation avant que ça soit signé. Ça prend 6 mois, c'est insupportable. Tu te dis pourquoi, à quoi bon. J'ai connu Voilà. ça. Voilà, mais ça, c'est les grosses organisations et c'est vrai que tu peux pas. Il y a des façons de faire. Tu peux pas sortir du moule. Tu peux pas faire preuve de la moindre créativité ou de la moindre, comment dire, force de proposition. On te dit que tu dois être disruptif, force de proposition, mais en réalité, tu peux pas. Lors des bilans annuels, ils te le disent. Thomas, t'as pas été force de proposition cette année. Du coup, t'auras pas ton bonus. Mais en même temps, t'es quadrillé, t'as pas le choix. Donc, C'est ça. ouais, je te comprends. C'est ça. Donc ça fait partie, voilà, des choses qui te frustrent vraiment. Et voilà, bon, au-delà de d'autres problèmes managériaux, tu vois, que j'ai pu rencontrer aussi dans mon dernier poste salarié, qui font que ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en fait, si tu veux, donc pendant le Covid, j'avais commencé tu sais, tu commences à faire tes simples recherches Google, se réorienter, comment changer de carrière après 10 ans, des choses, parce que tu te dis, bah, qu'est-ce que je sais faire à part du droit, tu sais? Et tu te poses beaucoup de questions sur toi-même, tu vois? Je pense que tout le monde, à un moment donné, tu te poses cette question sur est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Clairement, mais je pense que vraiment le Covid et le fait qu'on a été enfermé a joué une grande partie sur cette introspection et vouloir redonner du sens à notre vie, hein, clairement. Moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que je peux aussi Voilà, et le confirmer. tout à fait. Et moi, ça a été vraiment pendant le Covid. Et en fait, si tu veux, pendant le Covid, j'étais, enfin, mes circonstances professionnelles qui étaient, tu vois, j'avais un contexte managérial très difficile, plus cette perte de sens de te dire pourquoi je fais tout ça pour qu'on me dise à la fin, enfin pour qu'on te dise jamais merci de toute façon parce que les juristes de toute façon ça sert à rien. C'est vrai que c'était extrêmement frustrant et tu te dis bon et j'ai envie de faire autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là où tu vois moi comme beaucoup de monde en 2020, j'ai découvert la magie des algorithmes. Instagram en particulier, parce que comme j'avais commencé à faire des recherches sur Google et que tu vas sur des sites où notamment tu vas avoir des cookies, des pixels Facebook par exemple qui vont être installés de façon parfaitement illicite, c'est sur ton ordinateur ou ton téléphone. Eh ben, j'ai commencé à recevoir des publicités, notamment sur Instagram, de certaines, parce que c'était des pubs de femmes, hein, notamment qui sortaient, de coach business, alors qu'ils sont très connus, hein. Pas coach business, mais vraiment développement personnel, tu vois, de te dire, tu sais, cette espèce de mix développement personnel et business, quoi. Trouve ton why, crée ta propre entreprise, fais tel métier, etc. Et en fait, alors tu vois, je me rappelle très, très bien, je m'étais inscrite à un webinaire. Je m'étais inscrite à un webinaire que j'avais été suivre, c'était sur Webinar Jam et tout, je me rappelle. Maintenant, tu sais remettre Ouais, les épisodes. j'avais été suivre ces webinaires qui étaient vraiment sur, voilà, tu as une perte de sens au travail, tu veux te retrouver, tu veux comprendre, trouver un sens, tu vois. Donc là, c'était un truc genre trouver ton ikigai ou je sais pas quoi. Et tu vois, quand t'es désespéré, à un moment, en fait, tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que ça me coûte, en fait, de regarder? Ça me coûte rien, parce que bon, moi, j'étais encore au stade très, très froid, tu vois, où tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est que cette arnaque et tout, de vente en ligne en 2020, tu vois, c'est vraiment le C'était moment où les ça a prémices. explosé. Et donc, ouais, et tu vois, je me rappelle très, très bien, t'avais le webinaire avec, donc il y avait plein de gens qui participaient, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter avant la fin de suivre ce webinaire parce qu'à l'époque j'étais jeune maman et donc j'avais d'autres priorités aussi. Non, attends. Non, j'étais enceinte, j'avais pas encore accouché. Mais j'avais quand même un autre enfant à gérer.
Donc j'avais dû arrêter le webinaire avant la fin. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis réinscrite à un webinaire, à une session suivante pour revoir ce que j'avais manqué, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier webinaire que j'avais suivi, c'était le soir. Et je me suis inscrite au deuxième webinaire qui était censé se dérouler à midi. Et ça s'est déroulé à midi et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que la nana, tout est fermé derrière elle et il fait noir, quoi. Elle se dit, bah attends, il est midi quand même. Et je me suis rendu compte que dans le chat, il y avait les mêmes personnes, les mêmes phrases que sur le webinaire d'avant. Et je me suis dit, mais, et là, j'ai réalisé, c'est pas du direct, c'était un faux direct, tu sais, ça se faisait à un Mmh. moment. Ouais. C'était un faux direct et tout. Et là, en fait, tu sais, j'ai eu un sentiment d'être prise pour une conne, Ouais, de euh, tromperie, ouais. Mmh. de tromperie réellement. Et du coup, ben, ça m'a fait arrêter directement et me dire, ben, c'est dommage quelque part parce que c'était intéressant ce qu'elle racontait. Mais tu vois, le fait d'avoir réalisé tout de suite en fait que c'était un faux direct, ça m'a vraiment refroidi. Et donc voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai continué à recevoir des pubs. Donc tu vois, ça c'est en très peu de temps. Hein, c'était pendant le confinement. À recevoir des pubs de faut se reconvertir et tout. Et j'étais tombée sur la pub d'une infopreneuse euh, qui avait fait donc notamment qui faisait notamment l'incubateur 56 de Romain Collignon. Je sais pas si ça te parle. Et cette infopreneuse, donc ces pubs, c'était fais un métier, fais un métier. Donc à l'époque, c'était pas encore très développé. Deviens assistant blogueur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une assistante virtuelle, tu sais, ou assistant web marketing et tout ça. Et en fait, elle, c'était vraiment la première, une des premières à vraiment faire cette proposition hyper intéressante. Bah, c'est deviens assistante pour les blogueurs. Et du coup, elle expliquait en fait, si tu veux, la monétisation des sites internet et des blogs. Donc l'infoprenariat, quoi. Donc c'était, et là, tu vois, il y avait une approche beaucoup plus sérieuse, etc. Et je me souviens, donc j'avais suivi, elle avait organisé un webinaire. Et là, pour le coup, j'avais fait, tu vois, j'avais posé une question et j'avais vu que c'était un vrai live parce qu'elle avait répondu à ma question avec mon nom, etc. Donc tu vois, ça rassure. C'est bête, hein, mais bon, c'est des pratiques, ça rassure. Et j'avais fait, après, je m'étais dit, bon, allez, qu'est-ce que ça te coûte? Fais l'appel découverte avec elle. J'avais fait, tu vois, et puis moi, je crois que c'était, à l'époque, je pensais qu'il y avait vraiment une sélection et tout, alors qu'en fait, tu sais, aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a pas du tout de sélection et qu'on les prend, les clients, tu vois. Ouais. Et enfin bon, j'avais fait ça et donc du coup, j'avais sauté le pas. Je m'étais dit, allez, inscris-toi à cette formation. Donc j'avais fait l'investissement. À l'époque, pour moi, c'était assez significatif la somme. Et, euh, et C'était pour le combien? C'était coup, pas... c'était 1400 ou 1500, je crois, je sais plus. Mais bon, voilà, c'était un investissement bah, réel, quoi, tu vois. Oui, que tu donnes, mais surtout à une courte durée, à une personne que tu as peut-être vu une seule fois en live, plus C'est un ça. appel. Et donc voilà, mais bon, autant te dire que pour le coup, moi, mon côté juriste, il était bien présent. J'avais bien fait vérifier les CGV, tout le bazar et tout. Elle avait fait ça à peu près bien, hein. Donc c'est aussi, ça inspire confiance, tu vois, quand tu es Ouais. dans une logique de méfiance comme ça, parce que bon, quand tu lâches un stick quand même, t'as envie que ton investissement il y a un retour derrière. Et pour le coup, en fait, c'était extrêmement sérieux. Et du coup, C'était c'était très. quoi la promesse à l'époque? Alors je me rappelle plus exactement, mais Devenir assistant blogueur, quoi, en gros. c'est ça. C'était vraiment, elle te formait vraiment à toutes les bases du marketing en ligne. C'était vraiment très 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 vaste en fait, si tu veux, parce que tu abordais un peu toutes les notions que tu dois connaître quand tu fais du marketing en ligne. Tu avais un module sur le copywriting, tu avais un module sur les tunnels, tu avais un module sur vraiment juste présenter les outils qui étaient utilisés à l'époque, tu sais. Donc tu avais les webinaires, les tunnels evergreen et tout. Donc tu apprends aussi tout ce langage. Tu avais comment faire un peu de design, tu avais les stratégies réseaux sociaux. Enfin voilà, vraiment, on va dire un truc Complète. solide quoi sur le web marketing quoi, tu vois. Avec, tu avais aussi des trucs sur les analytics, etc. Enfin, c'était vraiment hyper complet quoi. Pour le coup, tu vois, enfin moi je recommande vivement cette formatrice. Je sais elle est en train de refondre sa formation, mais pour le coup c'est vraiment hyper sérieux. Et c'est surtout ce qui était vachement bien, c'est elle animait en fait la communauté des élèves, tu vois. Et et pour le coup, elle nous a mis en relation aussi avec des clients avec son réseau en fait.
avec des infopreneurs qui cherchaient des gens, qui cherchaient des ça, c'était hyper intéressant. Et donc tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, moi j'ai été licenciée et à la suite de ce licenciement et ben, je me suis dit: «Allez, lance-toi». Donc je me suis lancée comme, comme assistante virtuelle et grâce, en fait, à ma formatrice, j'ai été mise en lien tout de suite avec des infopreneurs qui étaient déjà avancés, tu vois? Qui avaient des business qui avaient explosé pendant le Covid et qui tournaient hyper bien et j'ai eu tout de suite, en fait, de la clientèle et les clients te mettent en relation avec des clients et Ouais, le voilà, donc bouche à oreille, tout ça. voilà, voilà et donc du coup, j'ai fait, assistante virtuelle. J'ai arrêté en fait, je me suis installée à mon compte après mon licenciement et je me suis installée à mon compte direct et je me suis lancée, voilà, dans le grand bain, dans le grand bain comme freelance et puis bon, bah, c'est beaucoup, tu découvres, au fur et à mesure et c'est nouveau, tu apprends énormément de choses et moi j'avais aussi cette volonté d'apprendre, tu vois? Donc du coup, tu te mets à gérer des projets Pinterest et puis tu gères après des projets Instagram et puis après tu vas gérer les ads et puis après tu vas faire les analytics et puis après tu fais aussi le service client et puis et cetera, tu vois? Tu fais, Et la plusieurs ouais, casquettes, quoi. voilà, plusieurs casquettes et en fait, grâce, notamment à une cliente que j'ai accompagnée pendant un certain temps, ça a évolué parce que de simple, on va dire, assistante service client, ce que je faisais au départ et elle m'avait confié de plus en plus de projets et à la fin, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui OBM, tu sais, Online Business Manager. C'est qu'en fait, je gérais avec elle, bien sûr, mais j'étais, intégrateur, tu vois ce que je veux dire? C'est le fameux, le duo, visionnaire intégrateur, donc j'avais un peu cette casquette d'intégrateur avec elle. Où là vraiment tu fais aussi, ben, plus de la stratégie, tu vas chercher des prestataires, et cetera et à cette époque, tu vois? Et c'est à cette époque, tu vois, donc là on parle c'était en 2021-2022 où moi je communiquais sur Instagram, parce que, j'avais commencé en fait, enfin les premières publicités que j'avais pu voir, tu sais, c'était via Instagram. Moi je connaissais ce réseau et donc je communiquais beaucoup sur Instagram et c'est là où j'ai rencontré un certain nombre, d'infopreneurs ou de prestataires, d'infopreneurs, toi par exemple. C'est à cette époque, qu'on a échangé C'était pour la première. 2022? Ouais, je sais C'était plus, à ouais. cette époque à peu près, 2021-2022. Parce que, du coup, tu découvres les contenus des autres, tu échanges et tout. C'est un réseau il y a vraiment cet aspect réseau social où, tu découvres des gens. Il y a des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui, soit en tant enfin des prestataires avec qui j'avais pu bosser à l'époque, moi-même en étant prestataire. Aujourd'hui, on est encore en contact et puis, eux, ils m'envoient des clients et cetera, tu vois? Donc des clients infopreneurs, du coup. Donc tu vois, j'avais vraiment cette création de réseau qui a été vraiment, fondamentale pour mon activité aujourd'hui, par le biais d'Instagram, en fait. Donc OK, ça ouais, avait vraiment marché, pour le coup. ça marche. Et est-ce que du coup, dans cet ancien métier, tu avais quand même ce regard de juriste qui disait, en gros, dès que je vais voir un nouveau client, je vais quand même regarder si c'est carré, si effectivement la partie juridique est bien ficelée, ou pas du tout? Alors, en fait, c'est pas ce que je regardais en premier parce que, en général, j'étais engagée pour autre chose, pour d'autres sujets. Mais effectivement, tu sais, tu as comment dire? Ton cerveau de juriste, ne te quitte jamais finalement et donc c'est vrai que, j'allais regarder ce que faisaient, mes clients, ne serait-ce que quand tu construis un tunnel de vente, quand tu fais, tu sais, quand tu mets en place, les formulaires de newsletter ou les choses comme ça, quand tu fais, tous tes formulaires de lead magnet et cetera. J'avais commencé à me poser des questions, notamment par rapport aux données personnelles, tu sais? Parce que tu collectes, les emails, tu collectes les noms, prénoms, des fois les numéros de téléphone et cetera et après tout ça va dans des belles automatisations, dans des beaux funnels, tu sais? Donc c'était soit ClickFunnels, ça arrivait, sur, tous les outils qu'on peut connaître, hein. À l'époque, il y avait beaucoup, Mailchimp, ActiveCampaign et cetera et tu vois? Ça me posait des Tu disais questions. quand même, ouais, tu Oui, oui, disais parce que qu'il manquait des petits trucs. tu sais, ça m'a interrogée sur cet aspect RGPD que j'avais, un peu abordé en entreprise avant, mais de me dire: «Mais là, attends, est-ce qu'on n'est pas en train de faire, du profilage? Est-ce qu'il y a pas aussi, enfin» tu vois, il y avait des choses qui me gênaient, par exemple, dans certaines, formulations d'emails. Toi, tu programmes les newsletters, tu lis les emails, tu es là: «Ah quand même,
raconte un peu des cracks là. Et c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de dire quand même à mes clients, ouais là quand même, tu ça, on pourrait changer et tout. Ouais mais non ça marche. C'est du marketing. C'est du marketing donc on le fait parce que de toute façon ils se rendent pas compte. Et c'est vrai que ça me gênait un petit peu. J'ai pu regarder parfois effectivement les conditions légales qui pouvaient être proposées, mais je suis jamais intervenue directement parce que ça en fait c'est du métier d'avocat. La rédaction personnalisée en fait si tu veux de contrats ou même de CGV, de choses comme ça relève de la profession d'avocat ou alors du juriste salarié. Tu vois, qui est salarié d'une entreprise, dans ce cas-là, il peut le faire. À l'époque, est-ce qu'il y a quand même des trucs qui t'ont particulièrement choqué ou Oui. c'était plutôt carré? Non, c'était globalement, alors c'était pas choquant, mais c'était des trucs parfaitement illégaux. Enfin, parfaitement illégaux. C'était des choses qui auraient pu mettre les entreprises en difficulté. En général, à cette époque-là, tu vois, quand il y avait une difficulté, c'était on le rembourse et puis on l'envoie, on rembourse le client et on l'envoie bananer. Mais tu avais énormément de choses. Tu prends par exemple les CGV, tout simplement. Les CGV, ça allait être souvent, tu voyais, tu vas avoir, alors en fonction de type de public à qui tu t'adresses, si tu t'adresses à des consommateurs ou à des professionnels, tu mets pas la même chose en fait dans les CGV. Et là souvent, quand tu t'adresses à des gens en reconversion, c'est des gens qui vont acheter à titre privé, donc c'est des consommateurs. Et du coup, là par exemple, une clause où beaucoup de gens ne vont pas penser ou parce que c'est pas ton métier, ça va être, la clause sur, l'attribution de juridiction. On va dire, s'il y a un litige, ça va être le tribunal de tel endroit. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une clause abusive. Tu peux pas le mettre à l'égard d'un consommateur. Il y avait des choses qui étaient souvent oubliées. Alors des questions que je vois encore aujourd'hui avec mes clients, hein, tout ce qui va être le droit de rétractation. Alors là, c'est personne comprend rien. Je pense qu'on va en parler après. Ouais. Le droit de rétractation, il va y avoir tout ce qui va être les garanties, les alors, lié avec le droit de rétractation, ouais, tu vois, tu vas avoir les garanties commerciales. Donc des fois, c'est ce qu'on appelle, tu sais, ta garantie irrésistible, qui fait que le client, il peut pas refuser ton offre. Il est obligé d'acheter parce qu'il a cette garantie irrésistible. Donc ça, tu souvent des sujets là-dessus. Et après, au-delà de ça, c'est ce côté RGPD données personnelles. On collecte des données et après les données, on les balance dans tous les outils possibles et imaginables. On va les bouger d'un outil à l'autre. On sans forcément réfléchir à ce qu'on fait. Les données, elles vont être en open bar, c'est tous les prestataires vont y avoir accès, ils vont tout voir, et cetera. Et tu vois, ça fait partie des sujets où moi je pouvais me poser question aussi. En tant qu'assistante virtuelle, j'avais énormément de collègues assistantes virtuelles, enfin d'autres freelances qui disaient: «Moi je ne fais pas de contrat avec mes clients parce qu'on marche à la confiance, je n'ai jamais eu de problème». Il y en a encore, hein, qui marchent comme ça et qui arrivent à résoudre les difficultés qui peuvent se poser de façon, parfaitement, intelligente. Mais tu vois, moi, j'ai jamais abordé ce sujet comme ça parce que bon, je suis juriste, j'ai toujours fait des contrats bien bordés avec les clients et tout. Les clients ont toujours été sympas, ils ont jamais discuté. Ils ont toujours signé les contrats. Mais c'est vrai que, je pense que quand tu es du côté de l'entrepreneur qui a recours à des prestataires, c'est une grosse erreur de pas faire de contrat. Moi, je le vois aujourd'hui sur d'autres problématiques, c'est parce que tes prestataires, ils vont avoir accès à beaucoup d'informations de ton entreprise. Si il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui oublient ça aussi, comment dire? Si tu ne fermes pas tes accès, il y en a, ils vont te dire: «Bah, voilà le Google Drive et puis tu as accès à tout». Et le problème, c'est que quand tu n'as pas de contrat, ton prestataire, qu'est-ce qu'il peut faire derrière à ton avis? Il va Voler tous tes voilà. process, tous tes trucs. Tout à fait. Il y en a qui vont piquer les bases clients, il y en a qui vont piquer, la formation que tu vas vendre et puis qui vont, remonter une boîte, derrière en vendant exactement la même formation. Et ce qu'il y a, c'est que, ça va être plus difficile de chercher leurs responsabilités parce que, tu n'as pas de contrat avec eux. Il faut que tu démontres des actes de ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Donc il faut aller chercher des preuves et cetera et cetera. Donc ça peut devenir tout de suite beaucoup plus, beaucoup plus coûteux, tu vois, comme sujet que, si tu avais fait un contrat dès l'origine. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop.
on dit que je me positionne en tant qu'agence, je recherche un prestat, je vais faire mon comment ils appellent ça? Enfin, je vais poster une annonce de candidature déjà, alors qu'en vrai, t'es freelance, il est pas salarié quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a sélectionné la personne, généralement, puis c'est dans le speed, bah il y a pas effectivement de cadrage de contrat et tout ça. Et effectivement, comme tu as dit, ça peut avoir des conséquences importantes. Et en fait, si tu veux, c'est en Et surtout 2000. qu'on peut les virer derrière n'importe comment. C'est surtout ça. Oui, C'est-à-dire, oui, oui, c'est slash, ça. hop. C'est ça. En fait, et c'est parce qu'en plus ton prestataire, effectivement, même s'il te fait en général, ce genre de problème, tu le vois quand le prestataire il met un terme à la prestation. Mais déjà, la prestation, elle se termine souvent sur une note négative parce que il aura un peu cherché à te saboter ou des choses comme ça. Enfin, là pour le coup, tu vois, comme avocat, j'ai changé enfin, du coup, je suis un peu de l'autre côté de la barrière. C'est que je vois les choses extrêmement sales qui se passent dans les business en ligne que personne ne va t'afficher. Alors, tu peux voir un petit peu des sensibilisations parfois de temps en temps de dire oui, et on va le dire effectivement, oui, bah attention, si vous avez des prestataires sans contrat, le risque, c'est, on peut avoir des problèmes de salariat déguisé, on peut avoir des problèmes effectivement sur la confidentialité, on peut avoir des problèmes sur, la concurrence, etc. Et côté prestataire, on va dire, bah oui, si vous n'avez pas de contrat, vous pouvez avoir des problèmes de paiement, vous pouvez avoir les clients qui vont vous ghoster, les clients qui vont jamais vouloir payer, les clients qui vont utiliser votre travail sans vous payer, etc. Ou alors, tu as aussi, parce que là, en ce moment, c'est un peu la mode, c'est les infopreneurs développent des apps, tu sais, des applications mobiles. Et là, c'est pareil. On va faire appel à un développeur qu'on va trouver sur Malte ou je sais pas où. Il y a pas de contrat, il y a rien de cadré, sauf que c'est les mêmes problèmes, en fait. Si tu fais appel à un développeur, qui est-ce qui va être propriétaire du code? Eh Bah ben, ouais, c'est le c'est lui. développeur. Bah oui. C'est pas Ouais. parce que tu fais un contrat de prestation, ou que tu le payes que récupères automatiquement ces choses-là. Et en fait, tu vois, c'est des choses qu'on voit encore, y compris chez des entrepreneurs avancés. Avancés, je te parle à plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Si je prends mon exemple, par exemple, qui suis marketeur, je mets en place des systèmes du coup marketing chez un client. Donc, si j'ai pas le contrat qui dit en gros, dès que j'ai délivré l'ensemble du tunnel avec le copy, les ads, etc. Grosso modo, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tout ça, ça m'appartient, en fait. Oui, c'est Et donc, exactement ce que logiquement, je suis en train de te dire. il pourrait pas vendre Ils sans pourraient accord. pas utiliser, en fait, tu vois, par exemple, tes copywriters, les textes que tu écris, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle des droits d'auteur sur le texte, et tes droits d'auteur, tu dois les céder à ton client. Alors bon, souvent, toi, t'as pas d'intérêt à garder les droits d'auteur parce que tu veux que ton client il utilise ton texte et que derrière tu puisses toucher soit ton forfait, soit tes commissions, etc. Mais il faut l'organiser quand même, tu vois, parce que du côté de l'entrepreneur, ça peut être une sécurité. Mais effectivement, si ça n'a pas été organisé et que tu as un litige de paiement avec ton client et que lui, il va quand même utiliser ton texte sur sa page de vente, tu peux lui dire, tu retires immédiatement le texte, sinon je t'attaque en contrefaçon. Tu vois, c'est aussi des leviers de négociation comme ça qui commencent à exister. Enfin, qui commencent à se faire, en tout cas. Tu vois, en 2021, c'était pas du tout le cas. Ça restait assez fermé, tu vois, comme milieu. Ouais, Mais il c'est y a de plus en formation en ligne, tu vois, et là, c'est des contenus plus hybrides, avec de l'accompagnement, comme tu as dit, des garanties un peu farfelues. Donc, ouais, je trouve que ça a vachement évolué par rapport à ça. Ouais. Ouais, 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 ça a beaucoup évolué. Les garanties, ça devient plus. Alors, tu vois toujours des choses un peu loufoques. Et, ça essaye de se. T'as un sentiment de professionnalisation vraiment de ce qui marchait en termes de marketing un peu bourrin, tu vois, de 2020-2021, ça marche plus aujourd'hui. T'as des choses qui sont encore utilisées, tu sais, bah par exemple les faux timers, les faux comptes à rebours là, tu vois. Ou alors du copywriting toujours un peu poussif, tu vois, un peu culpabilisant.
Et aujourd'hui, tu as de plus en plus aussi de closers qui vont être utilisés, des closers et des setters. Et ça pose d'autres problématiques aussi, parce que bah, le closer, il peut se comporter de façon complètement non éthique. Le closer forcer un peu, si tu veux, la vente, parce que lui, il a un intérêt financier à ce que la vente se fasse. Et il y a d'autres problématiques qui se posent, tu vois. Donc bah, on va avoir des gens qui vont demander de se retirer alors souvent c'est sur du high ticket, là, tu vois, on parle de plus 8 000, 10 000 euros en général. Et le contexte économique est tel que si une personne n'est pas contente d'un service, mais très très vite, hein, tu vois, elle va demander un remboursement. Sachant que souvent, bah, tu as des techniques américaines. Et ce que je vois souvent, c'est les techniques à la Hormozy qui sont beaucoup mises en avant par les entrepreneurs français, qui sont pas forcément conformes au droit français. Par exemple, on va te dire Ouais, un exemple, c'est c'est la technique, si tu payes en une fois, tu as 20% de réduction sur le prix, tu vois? ça Ça, c'est c'est pour interdit en France. encourager, parce que nous, on encourage le passage à l'action, on encourage ceux qui, voilà, ceux qui se prennent en main, et cetera. Et par contre, si tu payes en 5 fois, 10 fois, 12 fois, le prix va être donc à plus 20% ou plus 50%, je sais pas. Et ça, en fait, typiquement, tu vois, c'est une chose qui pourrait, moi, je me mets côté client qui achète, c'est quelque chose qui vient, ce qu'on dit, ça vient vicier mon consentement, c'est ça vient en fait me pousser à accepter une façon de faire, en fait, si tu veux, à accepter un contrat que je n'aurais peut-être pas accepté dans d'autres circonstances. Et c'est du côté de l'entrepreneur, c'est une opération de crédit illégale, en fait. Donc c'est vraiment illégal de faire ça. Même si Oui. c'est en plusieurs fois sans frais, Alors, c'est justement, le plusieurs fois sans frais, c'est un peu délicat à mener parce que tu peux faire. Alors, si c'est en sans frais, ça veut dire qu'il n'y a pas les 20% de différence. déjà. Ou alors, il faut que la différence, elle soit minime. Ça correspond, par exemple, aux frais. Tu vois, si tu fais un prélèvement sur, je dis n'importe quoi, Stripe ou quoi, ou Go Cardless, tu vas avoir des frais. À la limite, ça correspond aux frais. Normalement, t'es pas censé les faire supporter. Voilà, les frais, tu vois, ça va être 2%, 3%, quelque chose comme ça. Ça, Ouais. c'est une différence de prix acceptable. Mais tu peux pas dire, ben, je prends 20% parce que ça va être de la gestion administrative, dont on sait que c'est bidon. Tu peux pas faire une telle différence de prix. Les paiements en plusieurs fois, c'est quelque chose de délicat aussi. Tu peux faire un paiement en 3 ou 4 fois sans frais, mais il faut que ça soit limité dans le temps. Et normalement, c'est pas plus de 3 mois, sinon ça devient un crédit en fait. Ok. Ou Ouais. alors, il faut que ça soit corrélé à la durée de la prestation. Donc là, effectivement, si tu as une prestation qui dure effectivement 6 mois, tu peux faire un paiement en 6 fois pendant toute la durée, tu vois. Non, mais ça, vraiment, c'est des choses qui s'apprécient au cas par cas. Et parfois, on va dire, bah non, c'est paiement en 3 fois, il faut que les 3 fois, ça intervienne en moins de 2 mois, quoi, tu vois. Alors bon, c'est c'est vrai que il y a beaucoup de. Alors, sur les entrepreneurs en ligne aussi, tu as eu toute une mode aussi avec, tu sais, passer Calliope, devenir organisme de formation pour avoir bah, des financements de l'État, hein, clairement. Et là, c'est pareil. Bon, au-delà de l'usage, tu vois, publicitaire interdit en fait de mettre en avant. Euh, c'est mensonger en fait, tu sais, de dire vous avez 0% de reste à charge, c'est gratuit, c'est pas gratuit. Tu mets en œuvre ton CPF, tu vois. Donc, au-delà de la communication, si tu veux, de la façon de communiquer, en termes de paiement, par exemple, moi, je vois des organismes de formation qui vont pas respecter, en fait. Alors, quand tu deviens organisme de formation, c'est le code du travail qui est applicable, tu vois. Code du travail et code de l'éducation. Et quand tu vends une formation en tant qu'organisme de formation, tu peux pas, par exemple, demander un acompte supérieur à 30% du prix total de la formation. Donc, tu peux pas faire le fameux paiement en une fois avec 20% de réduction, etc. Mais il y en a qui le font quand même. Donc, et ça, normalement, c'est des causes pour lesquelles le client pourrait demander ce qu'on appelle la résolution du contrat. Ça veut dire qu'il peut faire annuler le contrat et il faut remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant que le contrat existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise doit rembourser la totalité, tu vois? Ok. Sans compter, et là c'est pareil parce que ça commence à se faire de plus en Plus les plus, dédommagements, ouais. alors pas oui, les dédommagements et pas que, c'est que il y a de plus en plus de clients qui ne vont pas hésiter
à faire des dénonciations auprès donc de ce qu'on appelle la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes en fait. Ils vont faire des signalements sur Signal Conso, ils vont faire des signalements à la CNIL, etc. Les gens n'hésitent plus à la faire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, les entreprises, elles vont recevoir un petit courrier de demande d'explication, ou alors elles vont avoir, dans les cas les plus graves, il peut y avoir des infractions pénales. Donc là, on va avoir directement bah, des convocations au commissariat ou des choses comme ça. Ça devient vraiment sérieux. Mais c'est quand c'est en société, c'est la société qui prend, c'est pas la personne qui est derrière. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la société qui prend. Enfin, c'est pas, pardon, la personne qui prend. Mais bon, souvent, ces sociétés, il va y avoir une seule personne dedans. Mais on en voit, tu vois, qui ferment parce qu'ils ont eu des problèmes et qui Oui. rouvrent exactement la même chose à une lettre près ou à un mot près et qui refont la Oui, même tout chose à derrière. fait, ouais. Ça se fait aussi. Et c'est vrai que, mais alors ça devrait devenir un petit peu plus compliqué parce que, tu vois, depuis, je sais que ça se faisait pas mal aussi pour éviter de payer l'URSSAF. C'est un peu un sport national, notamment bah, dans le secteur du BTP. Tu fermes ton entreprise, tu la mets en liquidation volontaire avant, avant d'avoir des réclamations de l'URSSAF, avant d'avoir des réclamations de paiement de tes prestataires, pour ne pas les CPF, payer. ça, j'ai entendu une histoire sur le CPF où justement, il passait par un organisme qui était lui agréé CPF, donc il était prestataire, il prenait une marge du coup de chaque personne de 20 à 30%, et elle a eu un contrôle qui était pas en règle, et au lieu de reverser les je ne sais combien de millions à ses clients, elle s'est mise en liquidation pour justement éviter tout ça, quoi. Mmh. Après voilà, tu vois, ça dépend dans chaque cas, mais dans certains cas, la responsabilité personnelle du dirigeant pourrait être engagée. Ça veut dire qu'il pourrait se rendre en cas de faute de gestion très grave, tu vois? Ça veut dire qu'il pourrait être poursuivi personnellement devant un tribunal. Pas que sa société, mais lui aussi, tu vois? Et ça, c'est autre chose parce que quand toi, en tant que chef d'entreprise, tu es poursuivi devant un tribunal, même quand tu es mis en liquidation, le risque derrière, c'est que tu peux avoir des interdictions de gérer. Interdiction de gérer une société quand tu es entrepreneur, c'est un petit peu dommage, tu vois? Je sais qu'il y en a qui ont des interdictions de gérer, mais ils vont utiliser ce qu'on appelle en fait des Leur épouvantails. femme, Et ils vont ouais. mettre leurs femmes, leurs enfants, comme dirigeants et c'est eux qui vont être gérants de fait derrière. Mais là, tu vois, on rentre vraiment dans alors typiquement, c'est ce genre de système, moi je me rends compte assez rapidement et par exemple, moi, c'est des clients que je ne souhaite pas accompagner parce que c'est des clients pour lesquels enfin, c'est des personnes pour lesquelles tout ce qui compte, en fait, c'est leur profit personnel. C'est leur profit personnel et là, tu vois, on est au-delà de au-delà, tu vois, de toute considération d'éthique, de volonté de parce que, tu as des entrepreneurs qui vont avoir, quand même des vrais projets, tu vois, qui vont être portés par des ambitions tu vois, d'apporter quelque chose, à leur clientèle et cetera et ceux-là, tu vois, tu as envie de les accompagner. Mais là, c'est juste des truands, en fait, qui veulent leur profit personnel et ça, c'est pas intéressant. Enfin, en tout cas, c'est pas la clientèle que j'accompagne personnellement. Justement, on s'est un peu égaré dans l'histoire. À partir de quand, du coup, tu as fait le switch entre assistante virtuelle et que tu es redevenue, du coup, avocate? Et voilà, comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Quel est ton type de clientèle? Ouais. Alors le switch, il est venu en fait parce que juste comme un certain nombre de mes clients savaient que j'avais été juriste, ils me demandaient, de réaliser pour eux, des choses qui relèvent en fait de la profession d'avocat. Par exemple: «Je vais embaucher mon premier salarié, est-ce que tu pourrais me faire un contrat de travail?» «Non, je ne peux pas. Demande à ton comptable». Ça c'est je leur disais ça. Ou alors, «Oui, bah, j'ai un problème avec un client, je suis au tribunal, et cetera». «Non, je ne peux pas le faire». Et en fait, si tu veux, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes de ce type et que je disais beaucoup non et à un moment, j'ai compté le nombre de fois où j'avais dit non dans un certain laps de temps et j'étais: «Ah, ça commence à faire beaucoup quand même» et tu vois? Et en janvier 2023, je me souviens, c'était vraiment tout début janvier 2023, il y a une personne qui me contacte via Instagram en me disant: «Bon, bah, voilà, j'ai besoin de CGV, je fais du business en ligne, et cetera» et je fais: «Bah, écoute, je veux bien échanger avec toi juste pour te dire de quoi tu aurais besoin, mais je pourrais pas le faire» et elle, en plus, c'était très spécifique parce qu'il y avait des vrais sujets en matière de propriété intellectuelle où elle avait réellement besoin d'un conseil, précis, d'un avocat et en fait, ce que cette cliente m'a dit, c'est:
«Oui, mais tu avocat, n'est-ce pas?» Je fais: «Oui, oui». Mais alors bon, tu vois, je lui explique que je suis pas au barreau et cetera. Enfin bon. Elle me dit: «Mais ça prend longtemps de se réinscrire au barreau parce que, moi, en fait, c'est avec toi que j'ai envie de travailler, j'ai pas envie de réexpliquer tout à un autre avocat, qui comprendrait pas et cetera». Et en fait, ça a été le déclic, tu vois? C'était donc en janvier 2020. Elle m'a dit: «Ça prend longtemps de se réinscrire». Bah, non, ça prend pas longtemps et en fait, tu vois, c'est quelque part, moi qui m'étais dit: «Oh, de toute façon, je redeviendrai jamais avocat», bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir, le conseil de l'ordre de l'endroit où j'habite, donc à Grenoble et j'ai demandé mon inscription et donc un mois après, j'étais inscrite et j'ai ça a été ma première cliente, voilà, comme avocat et en fait, si tu veux, toute la base de clientèle que ou la base de prestataires que je connaissais, en fait, avec qui j'avais pu travailler ou à qui j'avais pu envoyer des clients, que j'avais pu recommander à d'autres personnes, que j'avais constitué pendant tout le temps où j'étais assistante virtuelle au BM, bah, sont venus tout de suite, en fait. Parce que, bah, tu avais, en fait, quelqu'un d'identifié qui connaît le business en ligne et qui peut répondre à des problématiques juridiques et j'en ai eu beaucoup tout de suite et ce qui était assez étonnant, même des gens à qui j'avais jamais parlé, «Oui, je te suis sur Instagram». Alors, moi, j'ai une toute petite base, j'ai très peu de followers, hein, sur Instagram. Mais, du coup, des gens qui avaient vu mes publications ou juste mes stories où je racontais des trucs juridiques, tu vois? Et qui, du coup, sont venus tout de suite et donc, et voilà. Et là, aujourd'hui, tu vois, hem, comme avocat, ben, le bouche à oreille fait que j'ai des clients entrepreneurs, bah, que j'ai pu rencontrer, bah, dans des masterminds, des trucs comme ça avant, qui eux, sont aujourd'hui des entrepreneurs avancés, tu vois? Vraiment avancés, qui filent mon nom, à leurs, copains entrepreneurs, à leurs, clients qui ont des besoins et cetera et en fait, ça s'est constitué comme ça. J'ai énormément d'infopreneurs, de prestataires, de cet environnement-là et c'est le réseau vraiment qui, moi, m'a aidé à constituer ma clientèle. Tu vois? J'ai même pas de site internet encore, j'avais juste mon compte Instagram qui a été quasiment inactif pendant, 2 ans parce que j'avais pas le temps, en fait, Ouais, tout t'avais fait un simplement. petit moment de la création de contenu, mais je crois que ça s'est arrêté aussi au bout d'un moment. Donc Ouais, vraiment, ouais, mais toi, parce le que tu bouche as à pas le temps, oreille. en fait. Tu as pas le temps et voilà et moi, mon cabinet aujourd'hui se développe, réellement par le réseau et bon là, tu vois, je vais reprendre aussi parce que, je vais reprendre cette communication. Tu vois, j'ai commencé, LinkedIn qui est un nouveau réseau pour moi, que je maîtrise beaucoup moins bien qu'Instagram. C'est pas du tout les mêmes codes, mais c'est intéressant aussi et tu vis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de prestataires plus avancés, tu vois, qui étaient sur Instagram en 2020, 2021, 2022, qui ont switché sur LinkedIn, tu vois. Et sur LinkedIn, on est là pour le business sur LinkedIn de façon assez claire, ou Instagram, tu peux avoir ce mix à la fois de business et puis de plus de entertainment, tu vois, où voilà, c'est une approche un peu différente. Et sur LinkedIn, tu peux aller un peu plus droit au but, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ok. Et ça marche bien. Écoute, là, tu vois, moi, ça fait, depuis le début de l'année où j'essaye d'être un peu active sur LinkedIn, j'ai déjà dû avoir 2 ou 3 clients, concrets, hein, juste avec ça et sur des sujets enfin, c'est des sujets où tu travailles sur le long terme avec ces clients-là. Donc c'est très intéressant en vrai, ça marche très bien et sans en faire des caisses non plus, quoi. Ouais, bah, il y a de la demande en même temps, donc c'est normal, hein. Et je pense que comme tu as dit, le niveau de conscientisation a évolué. Et autant avant, on faisait pas forcément attention. On se disait, ouais, c'est une formation à 400 balles, bon, ok. Autant maintenant, ça a des niveaux plus importants. On s'est déjà fait plus ou moins arnaquer une fois ou deux. Et donc, on a quand même envie de pas reproduire le même schéma. Oui et puis le contexte économique a changé aussi. Les gens ont besoin d'argent, donc les gens sont alors, tu vois, même mes clients, hein, ils le disent, ceux qui font du business en ligne, c'est la conversion est beaucoup plus difficile. Les gens font beaucoup plus attention, les gens ont beaucoup plus de mal à lâcher l'argent et donc du coup, si tu veux, les convertir plus facilement, en réalité, le fait d'être hyper carré au niveau juridique, ça les aide. Ça aide tes clients, en fait. Le fait d'être hyper propre, de mettre en place des process et d'être accompagné là-dessus, ça permet vraiment d'ajouter, on va dire, la dernière dose de structure, tu vois, qui peut beaucoup manquer, dans les business en ligne et ça les aide beaucoup et tu vois, ça devient d'autant plus important que,
il y a certains business en ligne, pas forcément des infopreneurs, mais tu vois, des gens qui vont développer des applications, qui vont développer tu sais, des SaaS, tu sais, ce qu'on appelle des software as a service, où eux, leur objectif, c'est derrière d'aller lever des fonds, etc. Où là, alors tu dois hein, faire ton build, construire ton produit, etc. Mais tu peux pas laisser le côté juridique de côté trop longtemps parce que quand tu vas aller lever des fonds, bah, les leveurs de fonds, ils vont regarder ce que tu as fait au niveau juridique et voir si tu es à peu près carré ou pas. Et aussi au niveau RGPD. Et donc au RGPD, il faut avoir commencé à faire, on va dire, vraiment le minimum syndical pour espérer lever des fonds. De plus en plus aujourd'hui, tu vois. Sinon, derrière, les investisseurs, ils vont te demander des garanties hyper costauds où ils vont négocier tes prix en disant, ben, moi j'investis, mais moins ou je demande plus parce que vous avez rien fait ou des choses comme ça, tu vois. Ça a un réel impact. Et, euh, et tu vois, pour ce qui va être RGPD avec les infopreneurs, ça se traduit aussi aujourd'hui par ceux qui subissent des cyberattaques parce qu'ils n'ont rien sécurisé. Cyberattaques soit par un pirate, soit par des prestataires mal intentionnés qui vont supprimer des dossiers, qui vont supprimer des données de clients, des choses comme ça. Et ça pose d'autres questions aussi, tu vois. Et là, ils se rendent compte, bah, j'ai rien fait. Tu vois, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je peux faire? Comment le faire? Et voilà. Et en fait, eh ben, c'est la vie d'une entreprise normale. Et c'est ça, tu vois, qui est marrant, c'est que en 2020, 2021, quand le business en ligne commençait, tu avais vraiment l'impression d'un Far West où les gens, c'est comme si tu étais dans une dimension parallèle. Tu es sur Internet, tu fais ce que tu veux comme tu veux. T'es sur Internet pour être libre, pour avoir la liberté financière, la liberté géographique et tout ce que tu veux. Mais en fait, ta liberté, ta vraie liberté, ils vont le dire. À un moment, ils disent oui, ça passe par la structuration, avoir des process, même si je suis solopreneur, mais en fait, c'est solopreneur, mais tu as toujours quand même deux ou trois prestats avec toi qui vont t'accompagner. Et même si tu es en équipe réduite, mais que tu as un gros chiffre, à un moment, tu dois encadrer ce juridique, cet administratif. Et c'est une conception française que j'ai vue même quand j'étais en entreprise, tu vois, quand j'étais salariée. C'est une conception française euh, de ne voir le juridique que comme un centre de coût, de te dire c'est là que c'est juste c'est jeter de l'argent en l'air, de voir le juridique comme un centre de coût et de ne pas l'appréhender au contraire comme une assurance en fait, si tu veux. Et c'est toute la différence que je vois avec les business américains y compris les gros business américains, parce qu'il faut pas se leurrer. Tous les gros infopreneurs américains, t'inquiète qu'ils ont leurs lawyers derrière qui revoient tout ce qu'ils font. Oui, ouais. Et tu vois, enfin moi j'ai fait plein de fois des négos. Tu fais des négos de contrats commerciaux, t'es à plusieurs millions de dollars. T'arrives en face de toi, t'as les Américains, ils sont 10 avec deux lawyers. Et puis toi, le Français, t'as le lawyer qui est appelé en fin de course. T'as donc le juriste qui est appelé en fin de course parce que d'un coup d'un seul, on se dit on va peut-être vérifier que ce qu'on fait, c'est pas trop à notre désavantage, tu vois. Sauf que bon, tu reprends la négo et tout. Enfin, et ça, c'est très français en fait. C'est très français. Du coup, tu donnerais quoi comme, je sais pas si tu avais deux, trois conseils à donner à un infopreneur qui peut-être qui démarre ou qui a déjà un business en ligne pour justement Ouais. éviter ce genre de cas? Alors, celui qui a déjà un business en ligne avancé, on va dire, moi je leur dirais de ne pas attendre que les problèmes surgissent pour se poser la question de leur structuration juridique. Alors, structuration contractuelle, parce que souvent, ils vont avoir fait la structuration de la société, tu sais, de se dire, je suis en EURL, je vais faire une holding, je vais m'installer à Dubaï, je sais pas où, pour optimiser fiscalement et tout ça, ils y auront pensé, tu vois. Mais sur la structuration vraiment contractuelle qui peut te coûter en fait ton entreprise. Parce que si tu as, bah, par exemple, tu as des prestataires qui vont te piquer tes actifs en fait, ta formation, ta propriété intellectuelle, ta base de clients, etc. Une fois que c'est arrivé, c'est trop tard, tu vois. Il faut mettre en place avant les moyens d'agir. Idem, pas attendre d'avoir 10 000 problèmes avec les clients. Souvent, on vient me contacter, tu vois, quand on commence à avoir des demandes de remboursement extrêmement nombreuses dans un temps resserré et que du SAV, client, pénible, tu vois? Et à ce moment-là où ils se disent: «Il faut que je fasse quelque chose». N'attendez pas, à la limite, prévenez-le. Donc ça, c'est pour les plus avancés. Pour ceux qui débutent, j'ai parfaitement conscience que pour beaucoup d'entreprises,
quand tu démarres, c'est un investissement, hein, réel. Tu as d'autres priorités. Ta priorité, c'est trouver des clients. Mais je pense, c'est trouver des clients, développer ton chiffre. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais faut quand même essayer de cadrer à sa mesure, comme on peut. Tu as dit que maintenant il y a l'IA, je peux me débrouiller tout seul. Oui, c'est vrai que maintenant il y a l'IA. Il y a l'IA, sauf que l'IA, le problème, pour l'instant, c'est que tes IA, elles vont avoir une apparence de fiabilité. Et tes IA, elles ont été entraînées sur des corpus américains, de droit américain. Donc moi, quand je fais un prompt pour analyser un contrat, pour générer un contrat, générer une clause, je sais exactement ce que je veux comme résultat. Et je suis capable de lire le résultat pour voir si mon résultat il est conforme à la loi ou s'il me pose problème par rapport à la situation du client. Et je peux l'améliorer derrière. Et le problème en fait de l'IA, c'est que ça va te donner l'output, tu vas avoir une apparence de fiabilité. Tu vas te dire, oh, nickel, Ouais, c'est c'est vrai que bien c'est bien formulé. écrit, c'est carré. Et donc du coup, tu vas avoir l'impression que c'est bon, mais ça peut te mettre à risque sur des clauses un peu plus tordues, comme la non-concurrence notamment, ou le non-détournement de clientèle, ou ce genre de choses. Où là, il faut être extrêmement précis. Donc bon, l'IA, c'est bien, mais c'est pas suffisant. À la limite, tu vois, il vaut peut-être mieux acheter un modèle bien fait. Alors je sais qu'il y a tu sais, tu as des modèles comme Legal Place ou des trucs comme ça. Vaut mieux acheter pour commencer peut-être un modèle pas cher, mais qui aura été écrit par un vrai juriste, tu vois, que de faire un truc avec une IA. Bon, mais après, et quand tu commences à avoir un peu de fonds, eh ben, investir sur un vrai conseil pour faire des trucs sur mesure. Bon, ça c'est quand tu débutes, c'est normal hein, que t'aies des priorités d'investissement. Mais être débutant en entrepreneuriat, je trouve que c'est pas une excuse pour l'ignorance, tu vois. Et au contraire, Nul n'est censé ignorer la loi, de toute façon. ouais, non mais c'est pas une excuse pour l'ignorance. Au-delà de ça, c'est au-delà de nul n'est censé ignorer la loi. Faut pas être naïf, tu vois. Des problèmes de paiement, tu vas en avoir. Des problèmes de clients qui vont te saouler en disant, en te demandant 12 allers-retours sur un livrable, tu vas en avoir. Essaye d'imaginer en fait comment tu veux que ça se passe avec ton client et tu mets ça par écrit tout simplement. Même sur ton devis, tu l'écris sur ton devis. Comment je fonctionne, tu vois? Ouais, Quand et tu c'est fais des justement, ouais. CGV, en réalité, c'est jamais que la traduction de ce qui se passe dans ta façon de travailler. Ok, j'allais te poser la question justement, est-ce qu'un devis bien ficelé peut servir de contrat ou il faut bien faire la distinction entre les deux? Alors, c'est pas à mon sens, je pense qu'il y a, pas mal de juristes qui seraient pas d'accord avec ça, mais enfin, parce que c'est toujours plus facile de vendre un contrat, mais à mon sens, un devis très bien ficelé, où tu vas avoir réellement, la description précise, tu vois? Tu peux avoir un devis, c'est pas forcément une seule page. Tu peux avoir un devis avec, un cahier des charges, tu vois? Précis, avec un calendrier de livraison, avec, le contenu de ce que tu vas faire, avec, un prix détaillé, avec, des go, no go, et cetera. Et tu peux ajouter, aussi, bah, les conditions de cession de ta propriété intellectuelle, par exemple, ce genre de choses. Un devis très bien construit, à mon sens, ça peut être suffisant quand tu démarres. Mais il faut vraiment que ça soit très bien construit. Et si tu veux être sûr soit très bien construit, à un moment, il faut que tu ailles chercher le conseil aussi. Mais ça peut être suffisant, parce qu'un devis signé, c'est un contrat. Ouais, à partir du moment où tu t'acceptes le devis, logiquement, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Là, je parle entre professionnels parce que par contre, si tu vends à des consommateurs, là, tu vas être obligé de fournir ce qu'on appelle l'information précontractuelle et là, tu seras obligé d'avoir les CGV, etc. Et en fait, ça, c'est un sujet, tu vois, quand j'ai des clients, je leur demande à qui vous vendez, je vais avoir toute une description de leur avatar, hyper précise et tout. Je dis, OK, mais c'est pas ce que je te demande. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu vends à un particulier, un consommateur, ou est-ce que tu vends à des professionnels? Et là, souvent, en fait, ils se sont même pas posé la question. Et c'est un impact hyper important, en fait, sur les obligations juridiques que tu vas avoir. Quand tu es avec des consommateurs, des particuliers, c'est beaucoup plus contraignant que quand tu es avec des professionnels. Et dès le début, quand tu es avec des consommateurs, dans ce cas-là, si tu vends à des consommateurs, genre, et si tu vends en plus dans certains domaines, tu vois, genre,
tu vends, là je vois des choses pour, les bébés, quand tu vends, des compléments alimentaires, ou des choses comme ça, il faut être d'autant plus prudent que, tu es dans des secteurs d'activité où, là, je peux te dire que la répression des fraudes est extrêmement vigilante Je pense et que l'investissement juridique doit se faire, rapidement. je pense que ça a été renforcé au fil du temps. Et comme tu as dit, maintenant, les consommateurs n'hésitent pas à communiquer, déjà à en parler sur ce genre de site, mais même à blâmer le formateur ou autre directement sur Internet, quoi. Ouais, tout à fait. Hem Et puis, bon, après on pourrait parler du RGPD pendant un certain temps. On refera, je pense, un épisode exprès sur les RGPD ou comment on doit être pour être justement en conformité, parce que Mmh. là, je pense que l'épisode va durer 3 heures. Mais Ouais. pour un petit peu conclure, comment justement tu perçois la Bénédicte qui a passé du coup 12 ans dans le salariat et celle maintenant, on va dire, entrepreneur, Ouais. libéral, je sais pas comment on dit du coup. Mais voilà, Libéral. comme libéral, comment tu juges ça et est-ce que tu te plais justement dans cette activité? Je pense que la Bénédicte, entrepreneure libérale, elle en serait pas là aujourd'hui sans ses 12 ans de salariat. Je pense qu'en y réfléchissant, j'aurais pu peut-être me mettre en libéral beaucoup plus tôt, mais j'étais pas prête en réalité. J'étais pas prête parce que être entrepreneur, c'est, parce l'avocat est un entrepreneur comme un autre, hein. Faut que trouver des clients, faut faire sa compta, faut faire sa com. C'est les mêmes moi aussi j'ai des problèmes avec l'URSSAF, tu vois? C'est tout pareil. Il y a une maturité, que j'ai pu acquérir, si tu veux, que j'aurais pas pu que j'aurais pas pu faire, que je n'aurais pas pu avoir, du temps où j'étais salariée. Heu, Ne serait-ce que en fait cette, indépendance, tu vois? Cette indépendance et le fait de ne pas rechercher, la validation de tiers. Tu vois, quand tu es employé, tu as toujours, la validation de ton employeur. Mais, être entrepreneur, c'est un défi, au quotidien, mental, beaucoup. De pas se comparer aux autres, de pas, heu, de pas douter de sa valeur, tout en acceptant aussi de se remettre en question en permanence. C'est un équilibre délicat et la Bénédicte aujourd'hui, je pense qu'elle peut être aussi, assertive, aussi, efficace parce qu'elle a eu cette expérience, en tant que salariée, tu vois? OK. Donc tu juges que tu as «réussi» entre guillemets à cet instant T, tout ce que tu as Ouais. accompli? Ouais, moi, enfin, là, tu vois, moi, je suis très, très satisfaite, actuellement. Je pourrais jamais revenir au salariat. Ma liberté, je l'ai, en fait, parce que, pour moi, c'est une liberté d'emploi du temps, liberté d'être, où je veux, quand je enfin, quasiment, hein, où je veux, quand je veux, mais, de m'organiser aussi, bah, par rapport à ma vie de famille, heu, de prendre les clients que je veux aussi. Ça, c'est un vrai plus et de travailler sur des sujets, qui me passionnent, quoi. Et justement tes clients, comment dire? Ils te redonnent cette reconnaissance que tu avais pas en tant que salarié ou pas? Oui, Tu oui, l'aperçois plus? l'approche est vraiment différente. L'approche est vraiment différente parce que, tu es vraiment là comme conseil, tu sais? En tant que conseil et les clients avec qui je travaille, qui sont quand même des entrepreneurs avancés, c'est des gens qui sont comment dire? C'est beaucoup des gens qui sont eux-mêmes dans une recherche d'amélioration permanente, que ça soit professionnelle, mais aussi personnelle, tu vois? Et c'est des gens qui sont très à l'écoute, en réalité, de ce que tu as à leur, apporter et qui sont prêts à écouter, à se remettre en question et à changer ce qu'ils font. Et tu vois, ça, c'est vrai que ça a un côté, gratifiant et c'est d'autant plus gratifiant que derrière, ils vont, mettre en œuvre et tu sais que, leur business va être, enfin, en tout cas, leur chiffre d'affaires va être sécurisé, tu vois? Et la problématique qu'ils pouvaient rencontrer, ils vont pouvoir la surmonter et avancer et se développer encore plus parce que toi, tu es intervenu à un moment donné pour, resserrer certains boulons, quoi, tu vois? Il faut dire aussi que ce qui est posé à l'instant, c'est des fondations, c'est-à-dire que ça va toujours servir sur du moyen ou long terme. Fait, tout à fait. C'est à ça que ça sert, tu vois? C'est moi je dis souvent, quand tu fais, des CGV, des belles bonnes CGV, à moins que tu aies un changement total de business model ou qu'il y ait un très gros changement dans la législation, ce qui arrive pas non plus, tous les ans,
Tu vois, ou quand tu as un modèle de contrat que tu te fais faire vraiment sur mesure, dans les mêmes circonstances, ton contrat, tu peux le garder 4, 5, 6 ans, tu vois. Donc c'est quand même des investissements rentables. Alors, enfin, rentables, oui. Et le conseil juridique, tu vois, moi, c'est quelque chose, j'ai des clients en abonnement, tu vois, donc en fait, je suis la direction juridique externalisée, si tu veux, et c'est comme l'idée d'avoir, comme tu peux avoir ton copywriter ou ton vidéaste, ton monteur attitré à qui tu vas confier tes vidéos tous les mois. Et ben là, t'as ton avocat, ton juriste, en fait, attitré, à qui tu vas pas hésiter à envoyer un SMS ou juste un mail parce que tu as une question où tu te dis, mais toi, tu vas pas, ça va te tourmenter des heures et en 5 minutes, tu peux avoir la réponse, quoi. Ah ouais. Donc, ouais, conclusion, faites-vous accompagner dans tous les cas, hein. Quoi qu'il Ouais. arrive, ça sera que bénéfique, quoi. Oui, tout à fait. Franchement, c'est si tu veux avancer, je trouve qu'à un moment donné, ça fait partie des investissements que tu dois vraiment considérer. Écoute, merci à toi, Bénédicte. On va terminer par un petit jeu. C'est des petites questions en vrac pour essayer d'apprendre à te connaître. Ça dure 2 minutes top chrono. Ok, Tu réponds, voilà, de manière intuitive et comme ça, on pourra en savoir un petit peu plus sur toi. ok. Euh, Si tu prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? Sucré, mais salé en voyage. Ton film ou ta série préférée? Je regarde plus la télé depuis trop longtemps, ou Netflix ou quoi que ce soit là. Donc, tu vois, préféré. Là, une qui m'a bien bien plu récemment, c'était The Expanse. Plutôt mer ou montagne? Montagne. Soit. Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? Lire un livre. Thé ou café? Thé. Si tu veux te détendre, tu préfères faire du sport ou justement allonger sur ton canapé? Faire du sport. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? La musique. C'est plutôt organisé ou freestyle? Là, c'est freestyle, mais je structure beaucoup. Alors. C'est ça. Et la question à 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 Il y a euros pas, par mois à vie. il y a pas de petit astérix, ça. Ah ouais. Ok, ça roule. Trop bien. Écoute, on a terminé. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais partager? Non, moi, je voulais simplement te remercier de m'avoir reçu dans ton podcast. C'était hyper sympa d'échanger avec toi. Et puis, dernier message, n'ayez pas peur du sujet juridique. Ça fait partie hein, de la vie d'une entreprise, comme le marketing, comme la comptabilité. Voilà, il y a des gens qui sont dispo pour vous accompagner et c'est pour ça qu'ils existent aussi. Yes. De toute façon, on mettra en dessous là les différents liens pour pouvoir te contacter au besoin. Ouais. Et puis bah, encore une fois, je te remercie pour ces 1h15 de valeur pour bien comprendre que l'importance voilà, du droit, même dans l'infoprenariat. Super. Eh ben, merci Tom. Allez, à bientôt. Bye Salut, à bye. bientôt.